Cette première séquence de la matinée sur l'attractivité du transport routier, brisons les tabous. Allez, sortir des canaux traditionnels, comment diversifier les outils pour un recrutement plus efficace. Le recrutement, une opération de communication et de réputation. Et puis on parlera de l'initiative Fauvel. Je vous présente la Dream Team du matin. Ben oui. Christophe Carol, directeur régional adjoint Occitanie de Pôle emploi, merci d'être là. Patrice Mété, président transport jumeaux, merci d'être là. Et Karine Tozia, je me sens moins seule, directrice générale de Fauvel Formation. Avant d'ouvrir les discussions et de vous entendre, madame et messieurs, je vous propose tout de suite qu'on regarde une petite vidéo qui a été réalisée avec la contribution de Mizou Youn, la directrice générale adjointe de Pôle emploi, sur ces problématiques de recrutement, justement. Une petite vidéo de 2 minutes que Kevin va nous lancer. On regarde ça, ça nous permet d'ouvrir et de planter un peu le décor, comme on dit, et puis on se retrouve tout de suite après. Annuel de l'Organisation des transporteurs routiers européens. Mais je voulais vous dire à quel point bonjour à toutes et efficace entre vous. Je suis Miss Youn, professionnelle directrice générale adjointe de Pôle emploi et en charge de l'offre de services. Je n'ai plus me joindre. Faites-nous connaître vos besoins de recrutement. Partagez toute information utile à Bonjour à toutes et à tous. Je suis Miss Youn, directrice générale adjointe de Pôle emploi, en charge de l'offre de services. Je n'ai pu me joindre à vous aujourd'hui pour ce congrès annuel de l'Organisation des transporteurs routiers européens, mais je voulais vous dire à quel point une collaboration efficace entre vous, professionnels du secteur, et nous, Pôle emploi, est essentielle pour relever vos défis de recrutement. Faites-nous connaître vos besoins de recrutement, partagez toute information utile à ce sujet, ça c'est une stratégie gagnante. Et cela commence par la publication de vos offres sur pôle emploi.fr qui leur offre une visibilité exceptionnelle. Chaque mois, nos visiteurs effectuent près de 13 millions de recherches d'offres. Et depuis les 8 premiers mois de l'année, 86% des offres que vous nous avez confiées ont été pourvues. Appuyez-vous également sur notre réseau d'agences et sur nos 4300 conseillers dédiés à la relation entreprise, qui chaque jour se mobilisent pour promouvoir vos offres, faire découvrir votre métier, organiser des opérations de recrutement. Nos agents sont également mobilisés sur le champ de la formation. Sur les 8 premiers mois de l'année 2018, près de 35 000 actions de formation ont été suivies par des demandeurs d'emploi et 7 sur 10 ont été financées par Pôle emploi. Pôle emploi a également intensifié son soutien au secteur dit en tension, ceux qui ont le plus de difficultés à recruter à travers les opérations labellisées #vers un métier. Sur les seuls mois de septembre et octobre, ce sont 7000 actions qui ont été organisées dans tout notre réseau pour organiser le rapprochement et la rencontre entre candidats et recruteurs, avec des embauches à la clé. 1000 actions concernaient le secteur du transport et de la logistique. Et nous comptons bien intensifier ce mouvement. Alors franchissez les portes des agences Pôle emploi, ouvrez celles de vos entreprises, faites découvrir votre passion et Pôle emploi sera toujours à vos côtés. Voilà pour ces propos introductifs de Mizou Youn pour Pôle emploi. Et justement, on a Christophe Carol, directeur régional adjoint Occitanie, de Pôle emploi avec nous ce matin. Alors, Mizou Youn a parlé de quelques actions. Moi, j'aimerais qu'on en parle plus concrètement, puisque voilà, le processus de recrutement, on le sait, ces processus doivent évoluer et c'est normal. Vous avez donc mis en place un certain nombre de nouvelles actions, de nouveaux procédés chez Pôle emploi. Mizou Youn a parlé du #vers un métier. Est-ce qu'on peut parler de ces nouvelles actions, justement ? Alors oui, bonjour à toutes et à tous. C'est vrai que nous avons connu ces derniers temps une pénurie de candidatures sur certains secteurs. Ça, c'est quelque chose que tout le monde connaît bien. Et parmi ces secteurs, bien sûr, il y a le secteur du transport, de la logistique, mais il y avait aussi celui des aides à domicile, des aides-soignantes, des infirmières, donc un certain nombre de secteurs. Donc le directeur général nous a engagés à une action un peu innovante, c'est-à-dire qu'en plus de ce que l'on faisait au quotidien dans nos agences pour favoriser le recrutement, il a été demandé à chaque agence Pôle emploi de France de repérer dans son bassin d'emploi les secteurs qui étaient en pénurie de main-d'œuvre et de mener des actions spécifiques. Donc depuis le mois de septembre, nous organisons toutes les semaines dans chaque agence des actions en direction des secteurs en difficulté ou qui connaissent des pénuries de main-d'œuvre. Soit parce qu'il n'y a pas de candidats, soit parce que c'est des secteurs moins attractifs que les autres et c'est pour mobiliser les demandeurs d'emploi sur ces métiers.
Donc il y a beaucoup d'actions qui sont conduites tous les mois dans toutes les agences de Pôle emploi. Pour la région Occitanie, puisque je suis d'Occitanie, ça représente 700 actions qui sont menées chaque mois dans tous les secteurs donc, qui connaissent des pénuries de main-d'œuvre. C'est à la fois des découvertes de métiers pour des demandeurs d'emploi qui n'auraient pas l'idée d'aller vers ces secteurs d'activité. Donc c'est aussi leur faire connaître et découvrir qu'il y a des opportunités d'embauche et des emplois à la clé. C'est aussi proposer des formations pour adapter des demandeurs d'emploi qui seraient intéressés par ces secteurs d'activité. Et c'est aussi des opérations de recrutement, donc en bonne et due forme. Alors on essaye d'innover avec des différentes formes. Aujourd'hui, on a fait le point avec les équipes. C'est vrai que ce qui fonctionne le mieux, c'est les job dating qui sont organisés dans nos agences. Alors job dating, mais aujourd'hui on fait même des job dating inversés. Alors oui, on fait des job dating inversés. Alors juste pour l'anecdote, parce que ça a fait les gros titres de la presse et des médias pendant quelques temps, nos équipes sont tellement innovantes qu'ils avaient envisagé même à un moment donné des recrutements dits à l'aveugle avec des fauteuils retournés des recruteurs. Comme dans The Voice. Voilà, j'osais pas citer le nom, et c'est vrai que ça a créé une petite polémique journalistique, mais en tous les cas, ces opérations de recrutement qui avaient été faites, puisqu'il y avait 4 recruteurs retournés, et c'était le candidat qui se présentait, et à l'aveugle, et c'était le premier recruteur qui se retournait, qui remportait le candidat. Alors c'est un peu particulier, mais en tous les cas, et les demandeurs d'emploi qui ont bénéficié de cette action, qui avait été préparée pour ça et qui était volontaire bien entendu, et les entreprises qui avaient participé ont beaucoup apprécié cette manière de travailler et d'innover, parce qu'aujourd'hui sur le domaine du recrutement il faut innover tout le temps. Et puis il y a aussi alors quelque chose que l'on fait, ce sont les job dating inversés. Alors c'est assez déstabilisant à la fois pour les recruteurs et pour les demandeurs d'emploi. C'est le demandeur d'emploi qui pose des questions aux recruteurs, et c'est l'entreprise qui doit vendre son entreprise. Et du coup, c'est vrai que ça change un peu la vision des choses, mais c'est vrai que là aussi, les recruteurs qui ont osé et qui ont tenté, après quelques minutes un peu difficiles, c'est vrai qu'on est voilà, dans un autre mode de communication, et finalement, on vend l'entreprise. Et ensuite, le candidat, bien entendu, après se noue un échange, bien sûr, sur les compétences du candidat. Et ça oblige l'entreprise à se remettre elle-même aussi en question. On est en 2018, vous l'avez dit, les processus de recrutement ont changé. Vous me disiez qu'on est davantage aujourd'hui sur une approche par compétences innées et acquises. Vous recherchez du savoir-faire, mais vous recherchez aussi aujourd'hui du savoir-être. Tout à fait. Nous avons développé une méthode, donc l'approche par compétences, parce qu'aujourd'hui, la situation fait que les modes de recrutement traditionnels avec le diplôme, le CV classique, aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est qu'on s'aperçoit qu'on n'a pas forcément les profils dans les métiers recherchés. Aujourd'hui, on sait, alors moi, il y a 30 ans, on disait, vous ne ferez pas toute votre carrière dans la même entreprise. Aujourd'hui, on dit aux personnes, vous ne ferez pas le même métier toute votre vie. Il faut savoir que plus de 60% des personnes qui retrouvent un emploi le retrouvent dans un métier différent de celui, soit qu'ils ont été formés, soit qu'ils ont exercé. Aujourd'hui, on est dans une société où il faut être réactif, rebondir et saisir les opportunités. Alors c'est vrai que c'est compliqué quand on est chef d'entreprise et que du coup on souhaite, entre guillemets, fidéliser ses équipes, parce qu'aujourd'hui, le mode de communication, les réseaux sociaux, les gens, j'allais dire, butinent, entre guillemets, mais passent très vite d'un secteur d'activité à un autre. Et du coup, nous repérons donc dans les modes de recrutement des compétences des candidats, ce qu'ils ont acquises soit par leur formation, soit par leurs expériences antérieures dans les métiers. Et du coup, on n'est plus sur des offres d'emploi diffusées de la même manière. On recherche aussi des savoir-être. À un moment donné, quand on discute avec les recruteurs, souvent, il y a un certain nombre de modalités techniques indispensables qui sont nécessaires, mais il y a aussi des fois des savoir-être. La ponctualité, le travail en équipe, par exemple, sont des compétences des fois qui sont recherchées et qui sont aussi importantes que les compétences techniques souvent. Justement, une transition toute naturelle pour donner la parole à Patrice Mété qui est là. Merci d'être là. Vous êtes président de Transport Jumeaux, une entreprise familiale de près d'un siècle.
familiale de père en fils. C'est vraiment ça, parce que à la fois avec votre papa et votre fils, vous travaillez tous ensemble. Vous êtes basé en Eure-et-Loire, 80 salariés sur 3 métiers du transport. Vous allez nous expliquer tout ça. Alors, vous avez bien compris que le recrutement aujourd'hui, c'est vraiment le nerf de la guerre. On va rentrer dans les détails avec vous. L'une des problématiques, c'est effectivement le manque de candidats pour vous, voire même de volontaires. Dans une entreprise, le recrutement ne passe pratiquement aujourd'hui chez vous que par la recommandation de vos propres salariés. Pour quelles raisons ? C'est pas que ça passe uniquement par la recommandation, c'est que c'est un constat, c'est un système qui marche bien. Aujourd'hui, on explore toutes les pistes parce qu'on est en manque de candidats, effectivement. Donc, on dépense beaucoup d'énergie, beaucoup plus qu'hier, pour recruter les besoins qu'on va avoir dans les années à venir. Donc, la recommandation, oui, ça fonctionne bien parce que nous, on pratique par exemple le métier du déménagement, qui est un travail d'équipe. Donc quand on a un salarié qui nous propose un frère, un cousin, un voisin, un ami, eh bien il sait dès le départ qu'on va les faire travailler ensemble, en équipe, et donc il n'a pas intérêt à nous recommander quelqu'un qui ne va pas donner satisfaction. Mais au-delà de ça, voilà, on essaye d'innover, on essaye d'aller aussi au plus près des jeunes, dans toutes les opportunités qui nous sont offertes, d'aller dans les lycées, d'aller dans les collèges, dans les réunions d'information, d'accueillir des jeunes en stage, ce que beaucoup d'entreprises apparemment ont du mal à faire, parce qu'il y a Pôle emploi a développé, avec l'appui de partenaires de formation, de nombreux cycles de formation aujourd'hui qui nécessitent en général une période en entreprise. Et c'est vrai que c'est du temps, c'est de l'énergie à y passer. Mais c'est aussi pour nous l'opportunité d'arriver à prélever. C'est un travail de fourmi. Hein. Le problème, c'est qu'il y a il y a un faible pourcentage qu'on arrive vraiment à prélever. Hein. Je vois une formation cariste, quand il y en a 15, si on arrive à en prélever un. Mais voilà, c'est un travail comme ça qu'il faut faire très patiemment. Et je pense que c'est quelque chose qu'il va falloir prendre en compte de plus en plus, parce que la problématique de nos entreprises demain, au-delà du côté commercial, ça va être aussi d'avoir les bonnes compétences, parce qu'on peut avoir les plus belles idées du monde, la plus belle entreprise, si on n'a pas les gens pour faire le travail, pour exploiter le métier, en fait, ça ne marchera pas. Alors justement, quelles sont les compétences que vous recherchez aujourd'hui ? Je sais que vous m'avez dit que vous aviez du mal à trouver ces compétences. Alors, je rebondis sur ce que monsieur vient de dire. Moi, pour ma part, mais bon, chacun a sa méthode, j'aime bien recruter des jeunes, des très jeunes. Donc, on recherche... Quel âge ? 14 ans, 15 ans ? À partir de 14-15 ans, oui. Oui. 14 ans. Mais vous les formez, vous les accompagnez. À partir de 14 ans, on les envoie en classe de pré-apprentissage. Ça veut dire qu'ils doivent avoir quel bagage quand même au départ ? Il faut qu'ils aient un Troisième. Troisième. Ensuite, vous les formez. Ce qu'on déplore, c'est que on est plus face à des candidats qui sont en échec scolaire et qui viennent chez nous par dépit que par choix, quoi. On est dans des métiers qui sont beaucoup trop méconnus. Les seuls jeunes qui viennent vers nous, je parlais en CAP, c'est surtout en CAP de déménagement. Ben en fait, pour avoir la vocation de faire un CAP de déménageur, il faut avoir un papa ou un oncle ou un voisin qui est lui-même déménageur. Autrement, les jeunes n'ont pas rarement cette idée tout seul de venir vers nos métiers. Est-ce que, M. Metem, vous ne souffrez pas toujours, enfin quand même encore un peu de ces clichés qui sont associés à vos métiers ? L'époque Max Meillier est révolue, hein, les routiers sont sympas, on le sait, c'était dans les années 80. Aujourd'hui, on ne regarde plus vos métiers de la même façon. Est-ce que ça, c'est pas un frein aussi pour les candidats ? Oui, non, mais c'est clair. Nos métiers ont beaucoup évolué. Hein. Moi, j'y suis depuis 30 ans. Effectivement, j'ai connu l'époque Max Meillier. L'époque, elle est bien révolue. Et aujourd'hui, le camion, ça pollue, ça fait des embouteillages. Ça fait plus rêver comme ça pouvait faire rêver les jeunes il y a quelques années. Et c'est vrai qu'on a une image à reconstituer un petit peu auprès du public. Et puis on a aussi peut-être encore des progrès à faire en termes social, parce qu'on a quand même un social. Le problème, c'est que dans le social, on est tiraillé entre l'Europe de l'Est qui nous impose des prix auxquels on ne peut pas lutter parce qu'ils sont 2-3 fois moins chers que nous.
Et puis un social qu'il faudrait qu'on puisse améliorer parce qu'on a des taux horaires aujourd'hui qui ne font pas rêver les demandeurs d'emploi, des conditions d'exploitation avec des horaires un petit peu élastiques et qui sont souvent un petit peu à l'encontre de ce que les jeunes aspirent à avoir comme vie quotidienne. On va poursuivre la discussion avec vous tout à l'heure. J'aimerais qu'on entende Karine Tozia. Bonjour madame, vous êtes directrice générale de Fauvel Formation, un organisme de formation qui fait partie du groupe Forget, premier réseau privé de formation transport et logistique. On va parler de cette initiative que vous avez mis en place. Vous avez commencé à travailler sur un site internet, ça s'appelle Des emplois qui roulent. C'est ça, bonjour à toutes et à tous. Fauvel, avec une société de communication qui s'appelle Vox Perregueux, on a réfléchi parce que, comme on vient de le dire, c'est compliqué d'attirer les jeunes dans le métier du transport et de la logistique, et c'est encore plus compliqué aux jeunes d'avoir une démarche pour aller chercher un emploi. Donc là, on est dans la communication 0.0. Comment on fait pour que le jeune soit attiré et en un clic aille voir ce qu'on est capable de proposer sur ces secteurs d'activité-là. Donc là, fort de toutes ces réflexions, on a mené en partenariat avec l'OTRE un projet qui est encore à l'état de projet, et vous en entendrez parler très certainement dans les prochains mois début d'année 2019. Vous allez nous le présenter dans ces grandes lignes, il sera vraiment dévoilé lors des vœux. Donc l'idée de ça, je vais plutôt que d'en parler, vous lancer un petit film qui va vous expliquer un petit peu la méthode, et j'en dirai 2 mots derrière. Allez, on regarde ça et puis on verra après quel est l'intérêt d'une telle initiative. Ouais. Voilà pour emploiquiroule.fr. Expliquez-nous un petit peu, Mme Tozia, l'intérêt de cette initiative. Alors, le site, en clair, il met en lien le demandeur d'emploi, l'offre d'emploi, le prescripteur, puisqu'il y a un lien associé à tout ça, c'est que les entreprises sont actrices de leur offre. Elles ont, par le biais du site, la capacité à montrer et à donner et à pouvoir mettre en ligne toutes les offres sur tout le territoire français. Également un accès rapide aux demandeurs d'emploi ou aux salariés de voir ce qu'il y a dans le monde du transport, et voir s'il a la compétence, et s'il n'a pas la compétence, l'accompagner vers un organisme de formation, en l'occurrence Fauvel Forget, pour le faire monter en compétence. Voilà. Donc c'est avoir un seul endroit, un seul point d'entrée où tout le monde va y trouver son choix et ses rêves, parce que je pense que, comme on le disait tout à l'heure, la recherche d'emploi, il y a la partie technique, la compétence technique qu'on peut acquérir et on peut amener à la formation, et il y a le savoir-être. Et dans la présentation, je sais pas si c'est un peu rapide, mais on aura l'occasion d'en reparler, vous verrez qu'il y a également les principales compétences de savoir-être. Qu'est-ce qu'on désire et qu'est-ce qu'on veut faire demain de sa vie, quoi.
La question, c'est pourquoi est-ce qu'on met ça en place aujourd'hui? Et puis la deuxième question, mais peut-être la première question, pourquoi est-ce que vous mettez ça en place aujourd'hui? Alors, on met ça en place aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup d'initiatives au travers des réseaux sociaux. On en voit d'autres, il n'y a pas que celle-là. Mais là, l'idée, c'est vraiment d'amener aux adhérents de l'OTRE et aux transporteurs une approche plus rapide entre leurs offres et l'accessibilité aux demandeurs d'emploi via les prescripteurs. Et on connaît aujourd'hui la CVTech de Pôle emploi. L'idée, c'est de créer un lien autour de tout ça. Justement, on va leur demander ce qu'ils en pensent de cette initiative, Monsieur Carole, pour Pôle emploi. Toute initiative, Pôle emploi n'a pas le monopole des offres d'emploi. Et heureusement, c'est vrai que nous, notre souhait, c'est que toutes les offres d'emploi aient la plus grande visibilité et touchent le plus grand nombre. Aujourd'hui, comme je le disais, on est dans un monde numérique. Et du coup, c'est vrai que plus il y a d'offres d'emploi en un seul endroit, plus il y a de visibilité et des possibilités de repérer aussi des candidats. Après, c'est vrai que c'est bien aussi qu'il y ait des sites un peu plus spécialisés, parce que c'est vrai que dans la multitude des offres d'emploi, là c'est vrai que des demandeurs d'emploi qui sont intéressés par un secteur d'activité peuvent aller directement trouver toutes les offres qui correspondent à ce secteur. Donc on est complémentaires et on travaille ensemble et on va travailler ensemble d'ailleurs. Monsieur Mété, en tant que chef d'entreprise, est-ce que c'est typiquement le type d'initiative qui peut vous aider, vous, dans votre processus de recrutement? Oui, tout à fait. Oui. Je pense qu'effectivement, les gens ont besoin d'être orientés, ont besoin d'être canalisés. Il y a un gros travail à faire sur le savoir-être. Tout le monde, je pense, est d'accord sur ce point aujourd'hui. Le savoir-faire, il y a eu beaucoup d'initiatives ces dernières années qui permettent quand même assez facilement aux gens d'être formés à bon compte, gratuitement, parce que les formations dans nos métiers sont quand même coûteuses. Et aujourd'hui, il y a des systèmes qui leur permettent de le faire à bon compte. Par contre, c'est vrai que la valeur travail a beaucoup évolué ces dernières années et cette notion de savoir-être dans nos métiers, elle est importante parce que le chauffeur, il a quand même beaucoup de contraintes, beaucoup d'initiatives à avoir. Et ça, il faut qu'il en soit bien conscient avant d'épouser nos métiers, quoi. Et c'est pas à vous que je vais apprendre qu'on peut faire une belle carrière dans ces métiers du transport. Madame Tauziat, il y a un autre site, une autre vidéo que vous allez nous présenter sur l'attractivité du secteur cette fois-ci. Ça s'appelle Moi c'est Thomas. C'est un film qui retrace un petit peu l'éventail de différents métiers du transport. Alors là, l'idée, une fois qu'on a créé... On en parle à la sortie. Salut, moi c'est Thomas. Avant, j'ai eu plusieurs boulots. Maintenant, je suis responsable d'exploitation transport. Lui, c'est Maxime. Il est cariste. Il est en poste ici depuis 2 ans. Sans qualification, j'ai passé un titre professionnel de cariste d'entrepôt en 2 mois. Et j'ai de suite trouvé un poste en CDI dans cette entreprise. J'ai envie d'évoluer vers un poste de chauffeur. Pour ça, je vais faire la formation au titre pro porteur. Lui, c'est Nicolas. Il est conducteur routier de marchandises. Après un contrat de professionnalisation de 9 mois en alternance, il a obtenu un titre professionnel tout véhicule. Après plusieurs années sur le même poste, je compte suivre une formation pour devenir chef de quai. Yasmine s'occupe du planning des chauffeurs. Après mon bac, j'ai suivi une formation de TS-TTM, ce qui m'a permis d'obtenir un titre professionnel et de décrocher ce travail. Mon rôle est d'optimiser les moyens en fonction de la demande. Je suis également sauveteur secouriste du travail. Voilà Marc, notre responsable des ressources humaines. Après 15 ans d'entreprise, il a accédé à ce poste par la VAE. Bonjour Pierre. C'est notre directeur commercial. Il part bientôt à la retraite. Normalement, c'est moi qui lui succède. Voilà pour l'éventail des métiers qui sont bien représentés. Oui, donc comme je disais, le site internet, c'est une chose, mais il faut attirer les jeunes
vers ces métiers, les secteurs d'activité, transport et logistique. On l'a tous dit, c'est compliqué. Aujourd'hui, un jeune en 3e, il aspire à faire du marketing, plein de choses, mais qui n'ont rien à voir avec le transport. Donc nous, l'idée, c'est de rentrer dans un monde un peu plus ludique et dès l'accessibilité au collège ou au lycée, de pouvoir expliquer un petit peu ce qu'il peut faire dans le transport et la logistique. Déjà, comment il peut y accéder. Il n'y a pas que l'éducation nationale, hein, il y a aussi le ministère du Travail qui donne des accès à des titres diplômants. Donc l'idée, c'est tout ça, c'est d'expliquer aux jeunes qui peuvent, dans un secteur d'activité très dynamique, puisqu'il est très dynamique, hein, en offre d'emploi, en promotion interne, c'est quand même un secteur d'activité qui a encore le plus de promotion interne. On voit beaucoup de chauffeurs qui gravissent les échelons et au bout de 20 ans se retrouvent sur des postes de direction. Donc là, tout ça, ce film, il sert à ça. Il est en accessibilité pour les jeunes, pour expliquer et puis évidemment étayer. Et ce n'est que le début d'une belle histoire. Alors on va poursuivre la conversation, mais je me tourne vers la salle pour voir s'il y a déjà des questions, parce que l'idée quand même de cet atelier débat, c'est de vous entendre, que vous ayez la possibilité d'interpeller les intervenants de cet atelier. Donc, il y a une jeune et charmante hôtesse qui est là avec un micro, donc qui va venir vers vous. N'hésitez pas, hein, c'est vraiment l'occasion de nous faire part de votre expérience, de poser des questions. S'il n'y a pas encore de questions, moi j'enchaîne. Et pour vous demander, Monsieur Mété, justement, on n'a pas beaucoup mis l'accent là-dessus, mais c'est vrai qu'en tant que chef d'entreprise, vous aimez aussi beaucoup vous rendre dans des salons, vous allez vraiment à la rencontre de ces jeunes, dans les collèges, dans les lycées. Quel accueil est-ce que vous recevez sur ces métiers du transport aujourd'hui en 2018 ? Oui, c'est vrai que j'ai toujours répondu aux sollicitations des différents organismes qui faisaient des démarches pour aller au-devant des jeunes, parce que je pense qu'effectivement, l'éducation nationale veut emmener tout le monde jusqu'au bac, ce qui est une erreur, parce que tout le monde n'est pas fait pour avoir le bac. Et puis avec le bac, si on ne fait rien d'intéressant derrière, on peut finir au chômage, alors que tous les métiers techniques manquent cruellement de main-d'œuvre. Donc je pense qu'on a un gros travail d'information à aller faire vers ces jeunes. Est-ce que vous sentez, pardon, je vous coupe, que vraiment là, on est vraiment à un moment où il faut vraiment que l'entreprise se remette en question et change sa manière d'aborder la façon dont elle recrute, quoi. Je pense qu'on va devoir dépenser de plus en plus d'énergie pour recruter. Il va falloir peut-être qu'on consacre autant de temps qu'on consacre pour avoir des clients et pour les conserver que pour avoir du personnel. Ça a souvent été considéré peut-être comme une fonction un petit peu secondaire. Mais aujourd'hui, on se rend compte que les gens, il faut aller les chercher, il faut les attirer, il faut se donner les moyens de les conserver aussi. Parce que moi, ce que je remarque depuis un an, que l'économie est un petit peu repartie, c'est que les bons, ils bougent. Hein, et ce qui est quand même malheureux, c'est qu'il y a 3 millions de chômeurs. Mais moi, tous les recrutements que j'ai fait depuis 2 ans, j'en ai pas pris beaucoup qui étaient au chômage, j'en ai pris qui étaient déjà en poste ailleurs. Donc effectivement, ça va être le nerf de la guerre. Demain, pour travailler de manière qualitative, il va falloir maintenir les effectifs dans les entreprises et puis surtout aller chercher, savoir se vendre comme on sait se vendre auprès de nos clients pour aller chercher des bons candidats. C'est quasiment une opération de séduction. C'est vrai, vous me disiez quand on a préparé cette séquence que vous êtes plus sur le qualitatif que le quantitatif aujourd'hui. Oui, alors c'est vrai que moi je me permets de dire ça effectivement parce qu'on n'a pas des besoins en recrutement qui sont énormes. Quelques postes supplémentaires et puis du renouvellement. Alors en quoi vous cherchez? Quels sont les postes que vous cherchez concrètement aujourd'hui? Des ménageurs essentiellement. Des conducteurs, on arrive à en trouver, d'autant que... Mais les bassins de vie sont complètement différents. Moi j'ai le siège de l'entreprise qui est dans une petite ville entourée de campagne au sens noble du terme. Et puis un autre site qui est dans une préfecture à Chartres, qui est déjà plus proche de l'esprit région parisienne, et on voit que l'état d'esprit des gens est complètement différent, quoi. Dans la petite ville, les gens font carrière, voilà, ça se passe bien. Dans la grande ville, ils zappent, hein, ils passent, ils sont de passage. Et puis il faut sans arrêt se remettre en question, avoir un management un peu plus strict. Enfin, c'est très différent. Donc, est-ce qu'il y a des questions, des partages d'expériences, des observations en tant que chef d'entreprise que vous êtes et représentant d'entreprise du transport? Monsieur Carole, qu'est-ce que vous inspire ce que nous dit Monsieur Mété sur cette difficulté des entreprises maintenant dans ce domaine? On retrouve toutes les caractéristiques des métiers en tension, c'est-à-dire à la fois la méconnaissance des métiers
que vous exercez. Et c'est vraiment un enjeu, parce que comme vous l'avez rappelé, un jeune aujourd'hui spontanément ne va pas forcément, sauf s'il a quelqu'un dans sa famille ou dans son entourage, aller vers ces métiers-là. Il y a vraiment de la communication à faire pour faire découvrir les métiers et les possibilités d'évolution de carrière, parce que ça c'est très important. C'est je rentre aujourd'hui sur tel poste, mais si je m'accroche, j'aurai des possibilités. Deuxième chose, c'est comment aussi on vend l'entreprise. C'est-à-dire que je sais qu'il y a beaucoup de concurrence entre les entreprises du secteur. Et vous le disiez, hein, c'est souvent pas au plus offrant. C'est qu'est-ce que aussi moi je propose à mes salariés et comment aussi je les fais. Alors pas rêver, mais au moins je leur dis, ben voilà, chez nous ça se passe comme ça. Quelles sont les conditions de travail? Elles sont dures, elles sont difficiles, mais il y a aussi tels avantages, telles opportunités, telles possibilités. Donc ça c'est des points importants. Et après aussi, ce que je vous invite, parce que c'est vrai que comme c'est difficile, diversifier vos recrutements. Il y a aussi des personnes qui sont pas forcément le profil habituel. Alors c'est vrai que vous avez parlé beaucoup des jeunes, mais il y a aussi des femmes, il y a aussi des gens plus âgés dans milieu de carrière qui peuvent se réorienter vers vos métiers, qui ont une expérience déjà dans un autre métier peut-être, et qui peuvent être demain des salariés tout à fait performants et qui peuvent aussi être en pointe sur vos métiers. Alors on a développé une méthode à Pôle emploi que vous connaissez peut-être, c'est la méthode de recrutement par simulation. C'est-à-dire qu'au lieu de sortir aussi des sentiers classiques, c'est-à-dire qu'on travaille avec vous sur ce que vous recherchez et quelles sont les habiletés professionnelles que vous recherchez chez un candidat. Et on fait passer des tests et on a souvent des surprises, toujours même des surprises très agréables, parce que des profils que vous auriez refusés sur un CV en disant celui-là je le mets de côté parce que franchement je ne vois pas du tout, il a été boulanger ou elle a été boulangère et qu'est-ce qu'elle va venir faire dans mes métiers. Et par contre cette personne a développé des compétences, des savoir-faire, des habiletés qui sont transposables dans vos métiers, et on a des réussites très très intéressantes et passionnantes de personnes qui n'auraient pas forcément passé le cap du CV et qui ont été recrutées dans les entreprises. Si on met un petit coup de projecteur là sur notre région Occitanie, Monsieur Carole, quelle est la couleur du marché, j'ai envie de dire? Est-ce que l'offre et la demande, est-ce que c'est un marché dynamique ici? Je vais vous dire sur les métiers du transport évidemment. On a à peu près sur la région Occitanie 48 000 offres d'emploi qui sont déposées dans les secteurs du transport et de la logistique tous les ans. Et on a dans nos fichiers 48 000 demandeurs d'emploi qui sont dans ces métiers-là. La difficulté, alors quand je dis 48 000 demandeurs d'emploi, il faut faire attention parce que vous êtes sur un secteur d'activité où il y a beaucoup d'intérim. Donc les personnes restent aussi inscrites comme demandeurs d'emploi. Et il y en a qui souhaitent d'ailleurs travailler et continuer à travailler en intérim, même si l'entreprise leur propose des fois un CDI, ils préfèrent justement cumuler les expériences dans différents secteurs parce qu'ils savent comment sur un secteur en pénurie de main-d'œuvre que de toute façon, du jour au lendemain, ils seront appelés sur une autre entreprise et ils peuvent gérer aussi, alors j'allais dire leur temps de travail, mais aussi leurs expériences pour que leur CV aussi se complète d'expériences différentes dans différentes entreprises. Donc on a à peu près un équilibre en Occitanie entre la demande d'emploi et par contre, il y a à gérer le turnover. Et ça, il n'apparaît pas forcément, mais il est permanent et il est constant. Et puis on a des secteurs un peu plus difficiles. Vous parliez, là où on a des difficultés à trouver, c'est le transport long courrier. C'est-à-dire que c'est vrai que là, les contraintes, alors il y a des jeunes qui sont intéressés au début et puis au bout de quelques années, ils ont une vie soit de famille, soit ils se stabilisent. Et c'est vrai que de partir la semaine, voire plus, ça devient compliqué. Il y a une fatigue, une lassitude. Et là aussi, il faut trouver avec eux le moyen d'être attractif. On va demander à M. Mété ce qu'il en pense justement de ça, à la fois de ces gens qui recherchent de plus en plus des contrats en intérim, mais pas forcément une pérennité. Et puis cette espèce de refus même parfois de partir sur des longues durées. Je pense qu'il va falloir remettre les gens au travail parce que moi j'aurai un discours un peu moins lisse que mon voisin. Je pense que les gens ils gèrent pas leur emploi du temps, ils gèrent surtout leurs besoins de vacances. Et moi les responsables d'intérim n'hésitent pas à me dire que trouver des intérimaires au mois de septembre c'est très compliqué. Bon, au mois d'août, on n'en parle pas et c'est pas compliqué, c'est impossible, ils sont en vacances. Mais au mois de septembre, c'est très compliqué parce qu'ils ont atteint leur quota d'heures et donc ils préfèrent bénéficier des droits assédiques que de venir travailler. Donc je ne suis pas sûr que ce soit la qualité de leur CV qu'ils veuillent gérer, mais c'est plutôt un calcul financier qu'ils font. Après, c'est vrai que sur des métiers comme la longue distance, c'est très très compliqué. Ben oui, non mais aujourd'hui, on a des salaires dans le transport
on a des taux horaires qui ne font pas rêver. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a des tas de gens qui ne travaillent pas et qui ont un pouvoir d'achat qui est pratiquement équivalent à un cariste dans nos entreprises qui fait 35 heures. Donc aujourd'hui, il y a quand même un gros problème. Tous les métiers sont en tension aujourd'hui. Moi, j'étais à une réunion interprofessionnelle il y a quelque temps. Tous les métiers, l'hôtellerie, la restauration, on n'en parle même pas. Le secteur automobile. Moi, j'ai parlé de tension sur les déménageurs, mais j'ai cherché 2 commerciaux l'année dernière. Je ne les ai pas trouvés. Donc, on a pris un jeune et puis on va essayer de le faire devenir commercial. Aujourd'hui, moi, j'ai des offres de déposer auprès de cabinets de recrutement. Ce n'est pas des chasseurs de tête, mais enfin, c'est à peu près le même prix, pour recruter des chauffeurs déménageurs. En général, ça s'adresse plutôt à des cadres. Là, pour les chauffeurs déménageurs, ça me coûte 5 000 € par tête pour essayer d'avoir des chauffeurs déménageurs et on ne m'en trouve pas. C'est dire si les choses ont changé. On me dit qu'il y a des questions dans la salle. Madame, je vous en prie. Oui, bonjour. J'aurais juste une petite question par rapport à la méthode MRS dont vous avez évoqué le système. Est-ce que vous accueillez au niveau de Pôle emploi? Est-ce que c'est possible? Parce que là, on est en Occitanie. Je vais parler pour l'Occitanie, puisque moi, je suis de la Nouvelle-Aquitaine et des Landes et des Pyrénées-Atlantiques. Et vos homologues le font, de faire des rencontres spécifiques avec des chefs d'entreprise et vos équipes en agence pour faire une présentation de la MRS pour les chefs d'entreprise et faire une soirée débat avec vos équipes sur le terrain. Alors, les équipes dédiées à la méthode de recrutement par simulation le font régulièrement dans les régions à la demande et ils peuvent bien entendu vous rencontrer et vous présenter la méthode et définir aussi l'étalonnage, puisqu'on étalonne en fonction des besoins aussi les possibilités. Donc c'est intéressant et vraiment ça permet d'ouvrir sur d'autres profils et d'autres personnes. Donc nos équipes et aussi des chefs d'entreprise qui pourraient prendre contact directement avec vos équipes pour qu'on puisse avoir une présentation. Bien sûr, il ne faut pas hésiter. Nous avons, comme l'a rappelé notre directrice générale adjointe, nous avons une équipe de conseillers en direction des entreprises, France entière. Ils sont 450 en Occitanie, ils sont 4500 au niveau national. Donc il y a la possibilité de les rencontrer et ils se mettent à vos dispositions et vous mettent en lien avec les équipes qui sont spécialisées dans la méthode de recrutement par simulation. Merci beaucoup. Autre question. On me dit qu'il y a des questions. Il n'y a pas d'autres questions? Madame Tosia, peut-être une dernière question, parce que c'est vrai qu'on arrive au terme de cet atelier. Que vous inspire un petit peu tout ce qu'on a entendu ce matin? Et puis, quel est vous avez une expérience en tant que directrice d'un centre de formation. Quelle est aujourd'hui véritablement votre principale difficulté? Est-ce que c'est le sourcing, l'attractivité des métiers? Dites-nous un petit peu. Bon, sur l'attractivité des métiers, on vient d'en parler. Je pense qu'il y a une problématique de sourcing, mais avant toute chose, il y a deux sujets qui nous incombent. C'est la réforme de la formation qui arrive et qui fait qu'aujourd'hui, quand vous parliez de recruter, il faut changer notre méthode de recrutement. C'est qu'avant, vous recrutiez des gens formés. Là, il va falloir recruter pour former. Et ça, c'est complètement différent, il faut l'intégrer. Et en même temps que je dis ça, il y a une réforme de la formation qui arrive et qui va forcément impacter toutes les décisions que les chefs d'entreprise dans le transport vont devoir prendre. Accessoirement, dernier point, on est dans la période papy-boom. Je ne vais pas vous expliquer l'après-guerre, le baby-boom, mais là on est dans le papy-boom. Donc il va y avoir des besoins de renouvellement sur plein de compétences et pas qu'en transport. Et malheureusement, Pôle emploi aujourd'hui fournit tout ce qu'il peut, mais il va falloir penser à former. Et là, je ne parle pas au nom de Fauvel-Forger, je pense que je parle au nom de toute la profession. On n'arrivera pas dans les 5 prochaines années à fournir les besoins que vous aurez rien qu'en renouvellement de départ à la retraite, que ce soit agent de quai, chauffeur ou exploitant. C'est pas possible. Et l'offre de formation n'est pas extensible, donc les choses ne peuvent pas se faire sur des temps réduits. Donc moi aujourd'hui, c'est un appel à la communauté où on a besoin de vous et de travailler avec vous pour mieux maîtriser et savoir les besoins de demain et puis pour pouvoir adapter l'offre de formation et travailler en amont avec Pôle emploi en anticipation aux prescripteurs autres sur les besoins et les recherches de recrutement qu'on aura. Vraiment, ça c'est important, l'anticipation. Une question ou pas? Sinon, peut-être le mot de la fin, Monsieur Mété. Votre entreprise, elle va bien quand même aujourd'hui? Vous me disiez quand on a préparé cette séquence, c'est dur, c'est violent, c'est un combat de tous les jours. Oui, moi j'ai la chance, parce qu'au-delà de toutes ces difficultés qu'on rencontre tous les jours, il y en a qui ont à gérer la crise ou le fait de devoir arrêter leur activité, la vendre ou déposer le bilan. Moi j'ai la chance d'avoir une entreprise qui est en bonne santé
avec des nouvelles perspectives, puisque j'ai un fils qui est revenu dans l'entreprise il y a 3 ans alors que ce n'était pas du tout prévu. Oui, je suis optimiste, mais je suis aussi conscient que le modèle, le mix produit dans lequel on évolue change très très vite. Et aujourd'hui, je suis content d'avoir une génération, la génération de mon fils, un petit peu pour m'épauler sur toute cette nouvelle approche qu'il faut savoir intégrer. Parce qu'effectivement, sur cette problématique recrutement, on n'est pas prêt d'en voir le bout. Parce que chez nous, comme chez vous certainement, dans les mois, dans les années qui viennent, on va avoir des gens qui ont 20-30 ans de métier et avec le savoir-être des gens qui ont la soixantaine aujourd'hui. Je ne vous fais pas un dessin, c'est des gens qui sont là un quart d'heure avant l'heure le matin, qui restent après s'il le faut, qui reviennent le samedi s'ils ont... Les jeunes, ils ne sont plus dans cet état d'esprit-là. Enfin, oui, moi, je trouve que c'est malheureusement bon. Donc, il va falloir s'adapter à ce modèle, on n'a pas le choix. Et puis, il va falloir, comme je l'ai dit, déployer des efforts dans toutes les directions pour aller vendre un petit peu mieux nos métiers. Je pense qu'il faut qu'on aille plus au devant des jeunes, leur ouvrir nos entreprises, leur faire des stages pour qu'ils découvrent nos métiers. Parce qu'un jeune à 16 ou 17 ans, le transport, il ne sait pas ce que c'est. Il va falloir qu'on se vende pour les attirer vers nos filières plutôt que vers d'autres. Un tout dernier mot de conclusion, Monsieur Carole, peut-être, pour Pôle emploi. Oui, je rebondis sur ce que vous venez de dire. Je pense qu'il faut que l'on intègre les uns et les autres que le marché du travail a évolué, mais que les comportements aussi ont évolué. Et qu'aujourd'hui, c'est compliqué, je le disais en ouverture, c'est vrai que les gens, alors je dis zap, peuvent passer d'un métier à un autre et changer aussi, mais le rapport au travail a changé. Alors je suis un peu de votre génération, je le déplore parce qu'on n'a pas été peut-être élevé aussi comme ça, mais aujourd'hui c'est une réalité du marché du travail et il faut que nous nous adaptions tous pour justement attirer, pour fidéliser, pour pouvoir aussi continuer à assurer aussi la pérennité des emplois des entreprises. Et puis donc Pôle emploi est à votre service et à votre disposition. Je rappelle que nous sommes encore un service gratuit et qu'il y a des équipes de conseillers qui sont là pour répondre à vos attentes, à vos besoins, vous aider aussi dans les démarches pour la formation professionnelle, pour le développement des compétences. Il y a des mesures qui existent et donc n'hésitez pas à nous solliciter parce que nous serons à vos côtés pour vous aider dans vos recrutements. Un tout dernier mot, Madame Tosia, et puis on conclut cette séquence. Non, je crois qu'on a tout dit. Je pense que si on travaille ensemble, on peut arriver à faire des choses un peu plus rapidement et dynamiques. On a besoin de tous autour de la table se voir plus souvent et encore une fois discuter et anticiper tout ce qui va arriver dans les 3 prochaines années. Merci en tous les cas, Madame. Merci, messieurs. Merci de votre attention à vous. Je vous libère. Et puis nous, pour ceux qui le souhaitent, qui souhaitent rester, on enchaîne avec un second atelier débat, cette fois-ci sur les nouvelles technologies et la conduite responsable. D'ici 2 minutes, le temps que les intervenants me retrouvent. Voilà, atelier sur les nouvelles technologies et conduite responsable avec Thierry Fasneau, ingénieur conseil de la Caisse nationale assurance maladie, et Véronique Pédron-Alloin, chargée de mission relations entreprises pour la Fondation Vinci Autoroute pour une conduite responsable. Non, moi je vais rester ici. Mais non, mais mettez-vous là, comme ça. On va y arriver.
Bon, on va démarrer parce qu'il y a beaucoup de gens dans la salle. Là encore, n'hésitez pas, je vous sens un peu timide là ce matin. N'hésitez pas à poser vos questions. On est entre nous, il faut en profiter. La deuxième Dream Team de la matinée. Donc Thierry Fasneau, ingénieur conseil à la Caisse nationale assurance maladie, et Véronique Pédron-Alouin, chargée de mission relations entreprises pour la Fondation Vinci Autoroute pour une conduite responsable. On va parler nouvelles technologies et conduite responsable, vous l'avez compris. L'OTRE et la Fondation Vinci Autoroute s'engagent. J'aimerais qu'on démarre ce petit atelier, il va durer une demi-heure. Avec vous, Thierry Fasneau, vous êtes expert dans les questions de prévention santé au travail. Vous avez donc en charge le risque routier dans le cadre professionnel et le suivi de l'activité transport routier et la logistique, donc tous les risques au sens large au final. Et j'aimerais que vous nous posiez cette problématique sur les nouveaux dangers et l'usage des nouvelles technologies et de communication au volant. Merci. Donc je vous rappelle notre mission qui est celle d'assurer les accidents du travail, les maladies professionnelles pour les entreprises, notamment du transport logistique. Revenir sur l'usage du téléphone et notamment plus généralement des distracteurs de conduite. Le danger, il est lié à l'acte de conduite. Je vais peut-être donner quelques évidences, mais conduire, c'est prendre des décisions. C'est faire un diagnostic de la situation en fonction de ce qu'on voit, de ce qu'on entend. C'est anticiper. Et donc derrière ça, c'est un acte cognitif qui fait appel à la fois au sens, à la décision. Et donc derrière, la distraction, qu'est-ce que c'est ? C'est le fait d'avoir une autre tâche qui va vous empêcher de réaliser complètement cette tâche de conduite. Et c'est ça la difficulté. Et selon les sources des études, des remontées d'accidents, on voit que, et c'est pas que téléphone, là c'est toute distraction, pendant la tâche de conduite, on est dans un ordre de grandeur de 25 à 50% des accidents qui seraient liés à une distraction pendant la tâche de conduite. En termes de téléphone, on retrouve des chiffres sur un accident routier sur 10 en lien avec l'usage du téléphone. Et 16% des accidents sur autoroute, si je ne me trompe pas, qui sont liés aussi au téléphone, avec des problèmes liés au décrochage en urgence. Donc ce qu'il faut aller derrière pour bien mesurer le danger, aller regarder, c'est quel est le type de distraction. Parce qu'en fonction du type de distraction, vous allez avoir un danger qui va être plus ou moins important. Et donc cette distraction elle intervient aussi pendant la tâche de conduite, et la tâche de conduite elle va demander une attention plus ou moins grande en fonction du contexte, donc cette demande d'attention est variable. Donc les types de distraction, il y a l'auditive, il y a la visuelle. Quand on est obligé de regarder autre chose, on écoute une conversation. Il y a la physique, ce que je fais, ce que je manipule. Et puis, il y a la distraction cognitive qui fait que je vais réfléchir différemment parce que je suis distrait par autre chose. Et puis, cette distraction cognitive, elle a deux aspects sur le téléphone. Par exemple, si je peux exprimer les choses sur cette intrusion du téléphone, c'est qu'il y a la conversation, il y a le fait qu'on ait cette distraction cognitive qui va faire qu'on ne va pas attacher toute l'attention à la tâche de conduite parce qu'on est en conversation téléphonique. Mais après, quand on a raccroché, on va avoir une autre distraction qui va intervenir qui fait suite à ce que l'on a échangé. Si je suis dans un cadre professionnel, ça peut être un changement de programme, ça peut être une nouvelle livraison, ça peut être une information qui va être importante pour ma journée et qui va aussi mobiliser mon inconscient, on va dire, et donc perturber ma tâche de conduite. Donc il faut bien se rendre compte qu'il y a deux effets sur l'effet de la communication. Il y a un premier effet direct qui est lié au type de distraction, et puis il y a un deuxième effet qui est lié au contenu de la conversation et à ce qui s'est passé, à ce que ça a modifié dans la tâche. Est-ce qu'on a des résultats d'études un peu plus précises aujourd'hui en la matière ? Alors aujourd'hui, il y a pas... Oui, il y a vraiment d'études qui existent. Je vais être très rapide puisque Véronique Pédron-Alouin en parlera aussi. Mais ce qu'on observe, c'est qu'il y a une modification donc, du comportement visuel. C'est-à-dire qu'on voit beaucoup plus, je dirais, dans l'axe principal et on voit beaucoup moins en latéral parce qu'on est occupé par une autre tâche. On voit aussi que le temps de réponse augmente. Et ce qui fait que le temps de réaction qu'on aura sur les décisions qu'on a à prendre dans la conduite va être différent. On a fait aussi des études sur la différence entre converser au téléphone, écouter la radio, converser au téléphone, discuter avec un passager. Et on se rend compte qu'au téléphone, il y a une exigence de continuité qu'il n'y a pas forcément avec le passager parce que lui, il est dans le même contexte que vous, ou avec la radio parce que vous n'apportez pas la même importance à ce qui se dit à la radio et vous allez forcément déconnecter de vous-même par rapport à la radio.
Et puis après, il y a tout ce qui concerne les actes, je dirais, physiques, c'est-à-dire la manipulation. Discuter par rapport à numéroter sur un téléphone, sur un clavier, lire ou écrire des SMS. Là, vous avez une distraction visuelle en plus de la distraction cognitive et vous allez avoir un risque bien plus important quand vous allez commencer à vous intéresser à l'appareil et à ce que vous voulez dire. Et donc là, on se rend compte que le risque sur un SMS, par exemple, c'est 23 fois. Le risque d'accident est multiplié par 23 quand on est en train d'écrire un SMS. Et puis après, vous avez tous les éléments sur le kit main libre, puisqu'aujourd'hui, il est toléré, le kit main libre par la loi. Et donc ces études-là, elles permettent de montrer qu'on a beaucoup moins d'effets effectifs en termes de distraction, mais il y a encore des éléments, et c'est ce que je disais par rapport à la charge cognitive, à la charge mentale, au contenu de la conversation, au contenu qui peut être affectif, qui peut être professionnel, mais qui va influer aussi sur la manière dont on va modifier sa tâche de conduite, et on se rend compte que dans les environnements autoroutes où c'est plus calme, on va avoir des dérives qui sont plus lentes, on va avoir peut-être une vitesse qui se réduit, mais une dérive, et on va faire les gestes, je dirais, avec beaucoup moins d'attention. Quand on est sur l'urbain, on va plutôt regarder des choses vis-à-vis d'une conduite brusque, vis-à-vis d'un passage à l'orange, enfin voilà, il y a des éléments qui ressortent de ces études qui montrent que le comportement est modifié. Avant d'entendre Véronique Pédron-Alloin, peut-être une dernière question, Monsieur Fasno, sur les usages cette fois-ci. Vous l'avez rappelé, le kit main libre est autorisé. On rappelle qu'en 2012, le téléphone a été interdit au volant. En 2015, c'est l'oreillette qui a été interdite. Ça ne supprime pas la charge cognitive au final. Les gens, ouais. Donc un rappel sur les usages peut-être. Mais justement, sur la réglementation, je pense que la difficulté aujourd'hui, c'est que la réglementation, elle interdit quelque chose qui est l'oreillette, en pensant que les gens vont avoir un kit main libre bien installé. Et ce qu'on voit réapparaître, c'est des comportements plus dangereux, parce qu'on ne veut plus se faire prendre avec une oreillette, donc on a quand même le téléphone qui est posé à droite à gauche, et on va quand même faire des manipulations. Donc cette réglementation, elle n'a pas apporté, à mon sens, une réalité positive sur la sécurité. Ce qu'il faudrait, c'est que tous les véhicules soient équipés directement de kits main libre pour pouvoir bénéficier du fait de la réduction de risque qui est liée à la non-manipulation, au non-regard sur l'écran, et donc il faudrait que ça soit complètement intégré au véhicule. Donc ça, c'est une difficulté aujourd'hui qui existe. Sur les pratiques, je pense que ce qu'on peut dire aujourd'hui, et c'est ce que vous disiez sur la table ronde précédente, c'est que les choses changent à grande vitesse. On est sur une technologie qui est montante et de plus en plus utilisée. On est aussi sur des comportements vis-à-vis de cette technologie qui changent. Aujourd'hui, vous avez certainement entendu parler, et surtout pour les plus jeunes, d'un rapport très compulsif avec le portable. On a peur d'être déconnecté. Donc on se demande bien comment faire sans son téléphone, et donc on va avoir des pratiques compulsives pour aller visualiser ce qu'on reçoit, pour être notifié de ci ou de ça. Donc toute la difficulté aujourd'hui, c'est de bien prendre en compte les besoins et pas uniquement de vivre avec ses habitudes, mais de voir les besoins que l'on a de communiquer pendant la tâche de consulter. Toute la difficulté, elle est là. On va revenir à vous tout à l'heure. Je voudrais qu'on vous entende, Madame Pédron-Alloin, donc chargée de missions en relations entreprises pour la Fondation Vinci Autoroute pour une conduite responsable. Peut-être une présentation de la Fondation très rapidement. Bonjour, je suis ici pour représenter la Fondation Vinci Autoroute pour une conduite responsable. Je ne sais pas si certains d'entre vous la connaissent. Je pense que oui, parce qu'il y a un certain nombre de collaborations sur le territoire qui existent. La Fondation, elle a été créée en 2011. Notre objectif, c'est de travailler sur toutes les choses qui amènent les gens à perdre leur vigilance au volant. Donc la première chose, c'est bien entendu le manque de sommeil et la somnolence, mais également tous les outils connectés, que ce soit le téléphone ou le GPS, et également les outils d'aide à la conduite qui peuvent amener les gens à perdre leur vigilance. Pour travailler efficacement sur ces différents sujets, nous finançons un certain nombre de recherches scientifiques avec des hôpitaux tels que l'hôpital de Garches, l'hôtel Dieu, la clinique du sommeil à Bordeaux et tout un tas d'autres, de façon à pouvoir avancer un petit peu sur ces sujets et faire de la prévention la plus efficace possible. Alors, sur les nouvelles technologies et conduite responsable, les effets sur la conduite et sur l'attention des outils connectés et les effets sur l'attention des outils d'aide à la conduite, vous avez apporté quelques slides, je crois. Oui, si vous pouvez passer le slide suivant. Non, après.
Encore un clic. Bon, je sais pas. Remontez avant, alors s'il vous plaît. Ensuite. Ouais, je vois qu'il n'y a que la moitié de l'écran. Bon, c'est pas grave. Quand on interroge les Français au travers d'un sondage qu'on fait tous les ans, on se rend compte que les outils connectés sont très largement utilisés, aussi bien le téléphone, que ce soit sous le mode tenu à la main, avec le Bluetooth, ou encore pour quelques personnes avec les oreillettes, malgré ce qu'on a pu dire sur l'aspect législatif. Donc on voit que c'est un usage qui est très fréquent. On constate aussi que de nombreuses personnes paramètrent leur GPS en conduisant, là on voit 38%, et puis aussi un envoi important de SMS. Alors le chiffre que vous voyez à l'écran peut vous sembler faible puisque c'est 26%. 26% c'est sur toute la population française. Si vous interrogez les 18-35 ans, eux ils sont à 50% d'usage du SMS en conduisant. Alors le slide suivant s'il vous plaît. Au travers d'études que l'on a pu mener avec un centre de recherche qui se trouve à Strasbourg, on a constaté quoi? On a constaté que lorsqu'on téléphone, on perd 30% de ce qui nous entoure, on enregistre 30% de choses en moins, donc ça vient tout à fait en complément de ce que disait Thierry à l'instant. Notre cerveau est occupé par autre chose, notre exploration visuelle se réduit de moitié. Et puis, on a une conduite qui est beaucoup plus aléatoire, avec des vitesses moins bien tenues, des trajectoires moins bien tenues, et des temps de réaction qui s'allongent considérablement, puisqu'on a pu constater que sur autoroute, ça allait jusqu'à 100 mètres de plus parcourus quand on est en train de téléphoner et qu'on doit réagir à une situation d'urgence. Alors, vous avez... juste un élément qu'il ne faut pas que j'oublie de vous signaler. Quel que soit le mode de conduite, le mode d'appel que vous utilisiez, que ce soit avec l'oreillette, le téléphone à la main ou le Bluetooth, sur l'aspect attention et impact sur vos réflexes, c'est pareil, hein, d'accord? Alors après, on a tous les autres aspects qui viennent d'être évoqués, avec la vision, la manipulation qui se cumulent, mais c'est la conversation téléphonique qui, vraiment, l'attention portée à la conversation qui impacte énormément le temps de réaction. Vous avez concocté, c'est ce que je disais, Madame Pedron à loin, un document qui récapitule les bonnes pratiques. On n'a pas parlé des outils d'aide à la conduite. Allez-y. Donc, il y a un autre élément qui est parfois un petit peu négligé, puisque le téléphone fait un petit peu le haut de l'affiche. C'est tous les outils d'aide à la conduite, tels que le régulateur de vitesse, le limiteur de vitesse, qui ont un impact très important sur notre attention aussi au volant. C'est-à-dire que le conducteur se désengage un peu de l'acte de conduire, puisque le véhicule prend en charge une partie de la conduite. Et cela amène les gens à se déconcentrer et donc à être plus long à réagir. Alors, la première chose, c'est plus long à réagir pour mettre le pied sur le frein s'il n'y est plus lorsqu'on utilise le régulateur de vitesse. Mais c'est également le fait de se reconnecter avec son véhicule, de réappuyer sur la pédale et de réagir sur le fait qu'il se passe quelque chose. On constate que lorsqu'on utilise le régulateur de vitesse, les distances de sécurité sont moins bien respectées. On constate que les gens ont aussi tendance à perdre leur vigilance beaucoup plus vite, 2 fois plus vite que lorsqu'ils n'ont pas de régulateur. Alors sur ce document justement que vous avez concocté et qui récapitule les bonnes pratiques et l'impact de la perte d'attention au volant, nous le présenter en quelques mots, nous expliquer comment est-ce qu'il a été élaboré. Il est distribué aujourd'hui. Vous l'avez, je crois, dans vos petites pochettes qui vous ont été distribuées, vos petits sacs qui vous ont été distribués. C'est ce petit document. Nous l'avons élaboré en collaboration avec l'OTRE. Nous avons eu l'envie ensemble de travailler sur ces sujets et d'essayer de vous accompagner en vous apportant un outil de communication auprès de vos salariés qui récapitule un petit peu les choses que l'on vient de voir ensemble. Et pour élaborer ce document, nous avons également travaillé avec la CNAM et avec Promotrans. J'espère que vous l'apprécierez et que vous pourrez vous en servir comme support auprès de vos équipes. Avant de laisser la parole aux gens dans l'auditoire, j'aimerais vous poser une dernière question. Monsieur Fasno, avec tout ce qu'on a entendu là, depuis le début de cette séquence, comment dès lors l'entreprise peut s'organiser aujourd'hui pour mobiliser ses collaborateurs autour de ces questions qui sont essentielles, on l'a compris? Oui, à mon avis, il y a 2 aspects. Il y a le premier aspect qui est vraiment de prendre conscience de l'enjeu de ce risque. C'est vraiment un risque important. Alors, je vous parlais tout à l'heure des SMS multipliés par plus de 20 le fait d'avoir un risque d'accident. Quand on regarde l'aspect uniquement cognitif, donc de la conversation,
les études montrent qu'on est à x3. Et c'est ce qui a été retenu avec des études internationales, avec des études menées en France. On s'est entendu sur le chiffre x3 en disant, ben voilà, communiquer au téléphone, mais simplement par le fait de converser au téléphone, on multiplie le risque d'accident par 3. En fait, les discussions elles étaient entre 3 et 5 et ça a été choisi de prendre 3. Donc la première chose à mettre en place, c'est de s'assurer que tout le monde est bien conscient que c'est ce risque-là. De s'assurer qu'il y a une communication, une information vers tous les publics. Alors, ce n'est pas uniquement à l'entreprise de le faire, ça, mais c'est globalement, je dirais, à la société de le faire, à la sécurité routière, aux prescripteurs qu'on peut être, à l'assureur, mais de s'assurer que ce risque, il a bien été, je dirais, quantifié, et donc il faut que les gens sachent qu'il y a un risque important. Derrière, après, c'est de se dire ben, quel est mon besoin et ne pas réfléchir par rapport à ses habitudes, parce qu'il ben, y a des habitudes qui sont remontées en termes professionnels ou dans l'usage. On se rend compte que l'usage est très fréquent du téléphone. Donc là, l'entreprise pourra jouer un rôle. Là où 27% des personnes disent avoir un usage fréquent du téléphone pendant la conduite, c'est plus de 52% en usage professionnel. C'est une étude très, très récente qui le montre, avec des pratiques qui peuvent être même aller jusqu'à l'écriture d'emails, l'écriture, la production de visioconférences pendant la conduite, enfin, suivant les professions. Donc derrière, l'entreprise, ce qu'il faut qu'elle fasse, c'est qu'elle essaie de trier quelles sont les informations qui sont des informations professionnelles qu'il va falloir échanger avec le public qui est en déplacement. Et donc ça va dépendre du métier. Un déménageur, un ambulancier, c'est pas la même chose qu'un transporteur routier de marchandises sur la longue distance. Donc vraiment, il y a un positionnement de l'entreprise vis-à-vis de son métier. Il ne faut pas interdire de téléphoner, ça ne sert à rien. On est dans une société connectée, il faut vivre avec son temps. Ce qu'il faut, c'est mesurer quelle est la nécessité, le besoin de transmettre certaines informations à certains moments. Il y a peut-être des informations qui peuvent attendre une ou 2 heures que le véhicule soit arrêté, et d'autres qui nécessitent parce qu'il y a une grande urgence. Je pense aux patrouilleurs d'autoroute où il y a des moments où c'est très urgent d'avoir le contact avec les personnels. Donc c'est vraiment un regard de l'entreprise sur son activité pour essayer de tuer les habitudes et d'avoir une réflexion en fonction du besoin et de ce danger qu'est l'utilisation de ces moyens téléphoniques. Voilà. Avant d'ouvrir la parole, ouvrir la parole à vous dans l'auditoire, j'aimerais, voilà, madame, que vous veniez me rejoindre. Vous avez un mot à dire pour l'OTRE sur ces questions. Oui, bonjour à tous. Approchez bien le micro, vous le collez au menton. Je souhaitais expliquer aussi pourquoi OTRE, Fédération patronale, en fait, s'est engagée dans la démarche avec la Fondation Autoroute Vinci. Il nous apparaît essentiel dans le cadre même de l'évolution, comme il a été dit, des technologies, de l'utilisation du numérique, de l'évolution du métier de conducteur, la perspective du véhicule autonome, un certain nombre de dispositions qui ont été mises en place pour améliorer les conditions de travail et d'exercice du métier de conducteur, donc un certain nombre d'automatisation de tâches à l'intérieur des véhicules qui sont équipés. Il n'en demeure pas moins qu'il ne faut pas que le conducteur ait une forme, je dirais, de non-vigilance, puisqu'il peut y avoir une certaine routine d'avoir des véhicules pratiquement qui roulent tout seuls, j'exagère un petit peu, mais on va le pousser à l'extrême, et que donc en conséquence, il appartenait à la fois aux chefs d'entreprise de veiller à bien sensibiliser leurs collaborateurs sur ces risques de danger qui vous ont été explicités, et qu'il appartenait également en tant que fédération professionnelle de prendre à bras-le-corps ce dossier. C'est ce pourquoi on s'est rapproché de la Fondation Vinci Autoroute, puisqu'on est, je dirais, dans le même état d'esprit, et c'est un combat qui doit être mené à différents échelons. Ce rapprochement se traduit par la signature d'une convention de partenariat qui sera, je dirais, lancée très officiellement au mois de janvier avec Madame Bernadette Moreau, la déléguée générale de la Fondation, et Aline Mesplès, notre présidente, à l'occasion de la cérémonie de nos vœux. Donc ce partenariat, il va donc durer, il va se mettre sur la durée. On va avoir un certain nombre de compléments d'études, de documents. La plaquette que vous allez avoir
dans un instant, n'est qu'un premier document, un premier début. On est vraiment sur je dirais une mission de longue durée ensemble. Nous avons également souhaité associer notre organisme de formation professionnelle Promotrans, que je remercie à cette occasion, parce qu'il est important également que tout ce qui est œuvre de pédagogie d'information, on sait très bien que ça passe au moment où les futurs candidats, ou dans le cas de, je dirais, de nos actions de type FCO, FIMO, toutes nos formations obligatoires, conducteurs, c'est toujours un point de passage qui permet de resensibiliser le conducteur et de le tenir aussi informé des différents risques que peut entreprendre l'utilisation de certains matériels. Nous avons évidemment aussi souhaité, parce que ça fait très longtemps qu'on les connaît et qu'on a l'habitude de travailler avec nos amis de la CNAM, qui sont dans une démarche de prévention des risques, du risque routier, et qu'il était évidemment important et bien plus percutant qu'on soit tous ensemble, je dirais, sur ce dossier. Voilà, c'était, je dirais, l'intervention que je souhaitais faire au nom d'OTRE et expliquer pourquoi OTRE avait choisi de lancer ce partenariat. Merci en tout cas à nos partenaires. Est-ce qu'il y a des questions, une question, une remarque, un partage d'expérience dans la salle? Oui, monsieur. Est-ce qu'on peut apporter un micro à monsieur, s'il vous plaît? Merci, bonjour, Gilles Trouessin, je suis un ancien de la CNAM il y a très longtemps. Je suis parti après l'ère de M. Joannet II. C'est une question à la marge. J'interviens à la dernière table ronde de la journée sur la protection des données personnelles. Et je voulais savoir si dans vos études, celle-là ou d'autres, la collecte d'informations, je ne vais pas parler du RGPD, se fait sur la base du volontariat ou sur la base de ponctions plus systématiques pour savoir s'il y a du biais, parce que les personnes qui répondent à ce type d'enquête, ils sont peut-être un peu versés vers la sécurité routière. Est-ce que c'est du volontariat ou est-ce qu'il y a un biais statistique? Je ne suis pas très statisticien, mais je voudrais savoir s'il y a du biais par rapport à ces choses-là. Les études dont je vous parlais, c'est des études qui ont été menées par l'IFSTAR, anciennement l'INRETS, qui est l'Institut sur les sciences et techniques du transport et l'aménagement routier. À Lille. Il y a plusieurs endroits, il y a Lyon, il y a Aix-en-Provence, enfin c'est national. Et donc ces études-là, elles sont, je dirais, sur des populations, soit qui sont des cas témoins, soit des études épidémiologiques, donc soit des études sur du qualitatif, mais il y a, normalement le biais, il est connu et il est réduit et redressé, en tout cas, au moment de ces études. Quant aux chiffres dont nous avons pu vous faire part, ils sont faits dans le cadre d'une étude que l'on fait de manière anonyme tous les ans auprès des conducteurs européens de manière générale. Là, on a fait un focus sur les données France, mais avec sur tous les conducteurs européens, 12 000 personnes interrogées tous les ans. Donc ce sont des conducteurs de tous âges et de tout type. Et encore à la marge, le taux de réponse, le taux de... Il y a des gens Non, en fait, les gens, on prend la réponse... ce sont que les gens qui répondent qui sont pris en compte. Donc, mais par rapport à la population je ne sais pas, en France, c'est un peu plus de 1000 personnes chaque année qui sont interrogées et qui sont représentatives de la population. Merci. Y a-t-il une autre question avant qu'on conclue cette session? Oui, monsieur, juste là devant vous. Merci. Bonjour, donc Olivier Leroux, je suis référent des formations conduites pour le groupe Promotrans. Je voulais juste... Approchez bien le micro, monsieur, sinon on ne vous entend pas. Je voulais juste vous faire remarquer qu'il y a un simulateur de conduite qui est là. Et sur ce simulateur de conduite, on va vous proposer notamment un exercice où vous allez envoyer un SMS ou avoir une conversation téléphonique au téléphone et vous montrer en toute sécurité à quel point ça peut avoir un impact négatif sur la conduite. Et donc, c'est des choses qu'on met en place dans nos formations, forcément, pour sensibiliser, toujours pour aller dans ce sens, en fait. Donc, je vous invite... Je crois qu'envoyer un SMS, pendant 3 secondes, l'envoi d'un SMS équivaut au fait de traverser un stade de foot à vitesse... c'est hallucinant. Alors, je vous invite à essayer. Essayez juste pour vous rendre compte par vous-même de la difficulté, d'accord? Et vous verrez que c'est très compliqué. Il faut juste une dernière... J'espère que Mme Pedro-Aloa va confirmer. Quand le téléphone sonne dans la voiture, en règle générale, le cerveau met 2 secondes pour répondre. Ça veut dire que c'est devenu votre priorité.
Le cerveau dit la priorité, c'est de répondre au téléphone. Donc tout ce qui se passe autour, tant pis. Et donc, c'est grâce à ces simulateurs maintenant qui sont très très perfectionnés, ça nous permet justement de faire cette prise de conscience qui me paraît essentielle pour des conducteurs professionnels. Voilà. Effectivement, Merci. précision importante. Vous vouliez rajouter quelque chose, Madame Pedro-Loin, peut-être? Bon. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, on va conclure cet atelier, pile on time, comme on dit aux États-Unis. Merci de votre attention. Merci à tous les deux pour ces informations très intéressantes. On poursuit notre matinée. Je vous donne rendez-vous pour une séquence que vous attendez tous, puisque c'est la parole aux adhérents, mais on va bouger à l'espace plénière tout au bout à droite pour avoir plus de place. Et on s'y retrouve, on démarre d'ici 10 minutes. À tout de suite.